Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Asie du Nord-Est. Qu'est-ce que c'est que l'Asie du Nord-Est? C'est d'abord la Chine, sur laquelle vous pourrez voir une vidéo si vous le souhaitez. Ce sont aussi les deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud. En ce qui nous concerne, le marché, c'est la Corée du Sud. Et enfin, le Japon. Donc le Japon et la Corée du Sud ont un certain nombre de caractéristiques communes. Ce sont des pays de transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources naturelles en Corée du Sud ni au Japon. Ce sont de gros importateurs d'énergie, de gaz, de pétrole, et ils transforment toutes les matières premières qui arrivent chez eux. Alors nous allons parler ensemble des grands défis communs à ces deux pays, donc Corée du Sud et Japon. Le tout premier défi, c'est en fait la dépendance énergétique. Energy Ison, comme on dit en japonais, Energy Vision, comme on dit en coréen. Ces deux pays ne disposent que de charbon. D'ailleurs, surtout la Corée du Sud. Le Japon n'a pratiquement plus de charbon non plus. Le Japon est le premier importateur de gaz au monde. C'est le premier client du Qatar, c'est le premier client de l'Arabie Saoudite en gaz. Et la Corée est le second client de ces pays. Lorsque le Japon a redémarré sa centrale de Fukushima, pendant un certain moment, pendant un trimestre, c'est la Corée du Sud qui est devenue le premier importateur de gaz au monde et qui est devenu le premier client dans l'absolu de l'Émirat du Qatar, et également en matière de gaz, le premier client de l'Arabie Saoudite. Donc en général, ce sont soit le Japon, soit la Corée qui sont numéro 1, numéro 2. Le Japon est par ailleurs le second importateur de charbon du monde, et la Corée, qui dispose de charbon, malgré tout, est elle aussi le quatrième importateur de charbon dans le monde. Au total, ces importations de charbon, de pétrole, de gaz couvrent entre 80 et 85% des besoins en énergie de ces deux pays. Et donc du coup, l'électricité est assez chère. Le Japon a l'électricité la plus chère du monde. Lorsque vous ajoutez la surcharge dite énergie renouvelable, en tant que particulier, vous allez payer 26 centimes d'euros le kilowattheure. Et en tant qu'entreprise, vous aurez une remise de 25% en tant qu'entreprise, vous allez payer 19 centimes d'euros. Sachez qu'en France, un gros industriel va payer à peu près 6 centimes. Le Japon est donc 3 fois plus cher. Beaucoup d'entreprises au Japon utilisent leur propre génératrice. C'est un vrai défi. Ce défi, les Coréens l'ont dans une moindre mesure, parce que la Corée a davantage de charbon, et grâce au charbon et au nucléaire, le tarif entreprise de l'électricité en Corée n'est que de 7,8 centimes, 93 000 won. Donc la Corée bénéficie d'un énorme avantage compétitif par rapport au Japon du point de vue du tarif de l'énergie. Encore une fois, le Japon est à peu près 3 fois plus cher. Et cela donne à la Corée un très gros avantage dans les industries qui consomment le plus d'énergie, à savoir notamment les industries automobiles et navales. Et d'ailleurs, la Corée a été pendant de nombreuses années le numéro 1 mondial de l'industrie navale. C'était dans les années 50, 60, 70, cela a été le Japon. Dans les années 80, 90 et jusqu'en 2005, ça a été la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est la Chine, qui est encore moins chère parce que la Chine dispose de charbon et qu'elle brûle essentiellement du charbon et que ça lui coûte entre 4 et 5 centimes le kilowattheure. Et donc on a vu toute l'industrie navale basculer du Japon vers la Corée essentiellement pour des raisons de coût de l'énergie, puis basculer de la Corée vers la Chine en raison du coût de l'énergie et d'autres raisons que vous verrez dans notre vidéo sur la Chine. Donc, au Japon, l'énergie est essentiellement dérivée d'énergie fossile. Mais nous avons également du nucléaire. Le nucléaire représente à peu près 20% du mix électrique du Japon. Lorsqu'il y a eu la centrale de Fukushima, le désastre de Fukushima, l'impact a été très profond. Mais d'ici 2030, on pense que de nouveau, 30% de l'électricité sera d'origine nucléaire. Alors que lors de Fukushima, la plupart des centrales ont été mises à l'arrêt, et d'où cette importation massive de gaz qatari, émirati et arabe. C'est aujourd'hui moins important que cela a été, puisque les centrales sont redémarrées et que le Japon remet davantage de centrales en marche et va démarrer de nouvelles centrales pour arriver à peu près à 30% du mix énergétique en 2030. Entre-temps, d'ici 2030, 30% du mix proviendra de sources renouvelables. Au Japon, ça veut dire essentiellement de l'éolien, un peu de solaire, un peu de biomasse, un peu de géothermie et de plus en plus de l'hydrogène.
Quant à la Corée, d'ici 2030, 20% des besoins viendront de sources renouvelables. C'est peu. On sait qu'en Europe, nous sommes déjà à 50%. La Corée ne sera qu'à 20%, parce que la Corée n'a pas beaucoup de vent, pas beaucoup de soleil également, très peu de biomasse, pratiquement pas de géothermie. Et le pari coréen va être celui de l'hydrogène, au même titre que le Japon. D'ailleurs, dès 2022, nous allons voir le déploiement dans plusieurs villes de centrales à l'hydrogène de 10 MW et plus, et de dizaines de bus à l'hydrogène. La Corée du Sud a pour ambition de devenir, elle aussi, une Hydrogen Nation, en même temps que le Japon. Alors ce plan Hydrogen Nation, qui d'abord a été créé au Japon, c'est parce que le Japon envisage de devenir en 2030 une société hydrogène. Ce sera la première société hydrogène au monde. Vous savez qu'au Japon, il y a à peu près 40 000 stations à essence. Eh bien, le Japon vise d'avoir 40 000 stations à hydrogène d'ici 2040. Le marché des technologies de l'hydrogène va croître 56 fois entre aujourd'hui et 2030 à 4 milliards d'euros, et ce sera le premier marché au monde. Pour les technologies liées à l'hydrogène, la fabrication d'hydrogène, les groupes électrogènes à hydrogène, les stations de distribution de l'hydrogène, le Japon sera votre premier marché. C'est déjà le premier marché du monde. Alors, les autres points communs entre ces deux pays sont les inégalités. Fupyodo, comme on dit en japonais, et Bulpyeongyong en coréen. Le Japon, c'est une société plutôt féodale et plutôt familiale, qui n'a jamais connu le socialisme, ni même en 1937-1945. Le national-socialisme allemand n'est pas ce qui est arrivé au Japon. Le Japon était une société impérialiste, mais sans être socialiste. Et la sécurité sociale n'existe que pour les salarymen, c'est-à-dire les hommes qui reçoivent des salaires, ou les femmes, on peut être une salaryman en tant que femme également, et la sécurité sociale n'existe que pour ces gens-là. Donc vous avez au Japon les inégalités parmi les plus importantes au sein des pays développés. Une personne sur trois est payée à la pièce ou à l'heure. Et cela regarde surtout les femmes d'ailleurs. Les durées annuelles de travail au Japon sont systématiquement supérieures à 2000 heures, notamment pour les gens qui sont payés à la pièce ou à l'heure. La plupart des femmes au travail ne sont pas salarymen, elles sont payées à la pièce ou à l'heure. N'oubliez pas que le Japon, ce n'est pas que le Toshiba et Toyota et ces grandes entreprises. Ce sont aussi beaucoup de PME sous-traitantes qui font travailler les gens à la pièce. Du coup, 33% des femmes seules sont pauvres. Il y a 350 000 avortements par an. Il y a des abus sur les mineurs, il y a des dépressions, il y a le suicide. Et il y a eu récemment, heureusement, la réforme du style de travail Hatarakikata Kaikaku en juin 2018 qui vise à gommer toutes ces inégalités et faire du travail au Japon un travail plus, on va dire, à la mode occidentale, c'est-à-dire où les gens travaillent 40 heures par semaine, 1600 heures par an, et sont payés à la fin du mois. C'est une révolution pour le Japon. Alors évidemment, quand vous êtes au Japon, les jeunes et les femmes préfèrent les entreprises françaises, allemandes ou américaines. Pourquoi? D'abord parce que le travail est beaucoup moins stressant. D'abord parce qu'il y a un équilibre entre le travail et la vie privée. Il y a de meilleures chances de progression. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 70 ans pour progresser en tant que manager dans une entreprise française, allemande ou américaine au Japon. Et enfin, ces entreprises proposent des avantages sociaux significatifs. En Corée, nous avons des choses assez similaires, avec une société là aussi relativement féodale, familiale, une sécurité sociale très peu généreuse, des logements très chers à l'achat. On est à peu près à 13-14 ans de revenus contre 5 ans de revenus à New York. Donc l'immobilier de Séoul est aujourd'hui l'un des 2 immobiliers les plus chers du monde. Nous avons aussi à Séoul la dette des foyers la plus élevée du monde, 240% du PIB, et 44% des personnes âgées sont en situation de pauvreté, record mondial. Une personne sur 3 en Corée, comme au Japon, est payée à la pièce ou à l'heure. Cela fait des durées annuelles de travail de 2600 heures. Pour comparer, en France, nous sommes à 1600 dans le secteur privé, nous sommes à 1000 et quelques dans le secteur public. Eh bien, vous êtes à 2600 en Corée, c'est-à-dire 2,6 fois le secteur public français. La plupart des femmes au travail ne sont pas salariées, et la durée du travail moyenne est de 2069 heures, en incluant les gens qui sont au travail partiel. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui travaille normalement, vous êtes typiquement à 2400, 2500, 2600 et plus.
D'où là aussi une importante réforme du travail. On vise 52 heures par semaine en 2021. Nous étions auparavant à 68 heures. Une durée du travail normale pour un Coréen. Hormis les grands groupes qui sont socialement en avance, ce qu'on appelle les chaebol, pratiquent dès aujourd'hui la semaine de 50 heures, c'est un énorme progrès social pour la Corée, et visent d'arriver à 40 heures en 2030. Donc là aussi, si vous embauchez des Coréens, eh bien vous aurez des jeunes, des femmes, qui vont venir vers vous en pensant que l'entreprise française est une entreprise plutôt sympathique, où il y a un équilibre entre vie privée et travail, de belles chances de progression pour les jeunes, de vrais avantages sociaux et un style de travail beaucoup moins stressant. Le dernier défi commun au Japon et à la Corée, c'est le défi démographique. Ce qu'on appelle au Japon le Jinko Bakudan, la bombe démographique, littéralement, et en Corée, Hanguk Ingu Tongye Poktan, ce qui veut dire là aussi la bombe démographique. C'est une bombe démographique parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus que 900 000 naissances par an au Japon. C'est un chiffre assez proche de la France. N'oubliez pas que la France a 60 et quelques millions d'habitants. Le Japon en a 126 millions. Ça veut dire que vous avez à peu près 2 fois moins de naissances par habitant au Japon qu'en France. Or, vous avez 1,4 million de décès par an. Tous ces gens qui sont nés dans les années 30 sont en train de mourir. Et vous avez un déficit d'à peu près 500 000. Vous avez 500 000 morts de plus que de naissances. Le pays au monde qui connaît le déficit de natalité le plus important. La classe d'âge mode, c'est-à-dire la plus grande classe d'âge, les gens que vous verrez dans la rue au Japon, eh bien, soyez préparés. Le Japonais dans la rue, quel âge a-t-il? Il est né en 1947. Ça, c'est l'âge mode. C'est-à-dire que vos produits, votre marketing, si vous vous adressez à la plus grosse classe d'âge, celle qui correspond à peu près à 3 millions de gens qui sont nés dans cette année-là, eh bien, ils sont nés en 1947. 46, 47, 48, 49, 50. Voilà. Si vous regardez l'âge médian, nous sommes à 48 ans, ce qui est là aussi pas tout à fait jeune. Et enfin, le ratio de dépendance, c'est-à-dire les plus de 65 ans contre les 20-65 ans, est au Japon déjà de 50%. Et il sera de 80% en 2050. Voilà les grands défis du Japon. Nous avons le même défi en Corée. La Corée, par contre, était un pays jeune jusqu'à très récemment. Les Coréens ont fait beaucoup d'enfants dans les années 70, 80 et même 90. Et il y avait encore 650 000 naissances par an en l'an 2000. Et tout à coup, aujourd'hui, en 2020, nous sommes à moins de 300 000. Alors qu'il y a déjà plus de 300 000 décès par an. Donc la Corée est en train de suivre le Japon avec un pattern où vous avez davantage de morts que de naissances. Du coup, beaucoup plus d'immigrants. Le nombre d'immigrants a été multiplié par 4 en 15 ans. Aujourd'hui, nous avons en Corée, d'ores et déjà, 1,8 million d'immigrants. Il s'agit principalement de Philippins et aussi de Chinois. L'âge médian coréen est 7 ans plus jeune que l'âge médian japonais. Nous sommes à 41 ans. Et enfin, le ratio de dépendance, c'est-à-dire les plus de 65 ans contre les 20-65 ans, sera de 76% en 2050, assez proche du Japon qui sera, lui, à 80%. Donc nous sommes là aussi sur une société assez âgée, une société assez inégalitaire, et une société qui, sur le plan géopolitique, doit faire face à des tensions très importantes, notamment dans le sud-est asiatique, et doit, de façon très urgente, développer ses énergies renouvelables, notamment l'hydrogène, mais doit aussi développer la silver economy, l'économie des seniors, et on voit qu'il y a une demande accrue en loisirs et en santé dans ces deux pays-là.